Rapporteur. La parole est à Monsieur Richard Lioger, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour une durée de 15 minutes également. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues rapporteurs, chers collègues, je suis très heureux de poursuivre avec vous la discussion sur le projet de loi Élan. Je dis poursuivre car de toute évidence, tout au cours de l'élaboration de ce projet de loi, nous avons eu une méthode, la concertation, l'écoute et le dialogue. Ce projet de loi, ça a été rappelé, a été le fruit d'une longue maturation, le fruit de nombreux échanges qui ont commencé avec les ministres Jacques Mézard et Julien Denormandie, je dirais dès leur installation à l'hôtel de Castries, par une longue série d'entretiens avec tous les acteurs du monde de l'urbanisme, du logement et du numérique. Vous avez les uns et les autres, chère Christelle et Monsieur le Ministre, évoqué la conférence de consensus. Je voudrais juste saluer nos collègues sénateurs qui ont été très actifs évidemment dans cette conférence puisqu'ils nous ont accueillis. Et c'était vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on a pu travailler, notamment avec la présidente de la Commission des affaires économiques, Madame Sophie Primas. Et nous avons pu voir que sur de nombreux points, nous étions assez en accord par rapport à cette loi. Évidemment, il y a quelques points de désaccord que nous discuterons plus tard. Mais en tout cas, je voulais souligner l'effet très positif de cette conférence de consensus et du travail que nous avons fait, que nous avons entamé d'une certaine manière avec nos collègues sénateurs. Donc c'est effectivement un grand travail d'écoute, d'audition qui a été fait. Christelle Dubos a évoqué tout à l'heure les 26 000 réponses citoyennes à la consultation numérique, car ce projet de loi s'adresse bien sûr à tous les acteurs du logement et surtout aux Français, pour qui, je le sais, et vous le savez tous, le logement est un sujet de préoccupation majeure. Je pourrais dire que à LREM, cette concertation est notre marque de fabrique. Je pense évidemment à ce que j'ai évoqué, au fait que nous avons mené un certain nombre d'auditions et aussi aux auditions, je voulais lui rendre hommage, de Stéphanie Do, notre collègue qui a commencé aussi dès le mois de septembre à rencontrer l'ensemble des acteurs de ces filières. Le dialogue va continuer dans l'hémicycle. Si l'on en croit, alors c'est plus 3076 amendements, mais 2950. Je crois qu'on a un petit peu baissé, mais ça nous promet encore, comme chacun l'a dit, de longues heures de discussion. Et je pense que, comme le ministre l'a rappelé tout à l'heure, c'est vraiment le signe, effectivement, que cette loi est attendue et que chacun veut y participer. L'esprit de cette loi a été de venir en aide aux plus fragiles, à ceux qui sont le plus isolés. Et c'est bien là notre vocation. C'est d'être fidèle à notre devise républicaine qui nous rappelle que l'égalité doit être un objectif commun de tous les jours pour faire vivre notre pacte national. Je tiens aussi à rappeler qu'avant même l'adoption de cette loi, l'État venait en aide ou sélectionnait 222 communes dont les centres-bourgs sont en difficulté. Et je voulais vous dire aux uns et aux autres que nous avons déjà commencé à travailler avec Patrick Vignal, notre collègue député qui porte un petit peu d'une certaine manière avec cette loi, enfin cette loi, c'est cet engagement pardon, de l'État, cette question de la rénovation des centres-bourgs. Il n'est pas là, mais nous avons, dès la semaine prochaine, un séminaire à Metz avec l'ensemble des commerçants au niveau national pour travailler sur ces questions et pour voir comment la loi Élan peut s'inscrire effectivement dans cette question de la rénovation des centres-bourgs. Et je crois que nous avons un certain nombre d'outils que nous allons développer qui permettront effectivement d'intervenir de manière assez déterminée sur ces centres-bourgs en difficulté. Christelle Dubos l'évoquait tout à l'heure, certaines incompréhensions avec les bailleurs sociaux est complètement dépassée. De mon point de vue, je voudrais dire qu'au cours des auditions, nous avons pu constater que ceux-ci étaient d'une certaine manière assez contents de sortir de leur métier traditionnel. Ils vont intervenir, on leur donnera la possibilité d'intervenir, et pas seulement pour construire des logements sociaux ou pour les gérer, mais aussi pour intervenir, par exemple, sur la rénovation des centres-bourgs, pour faire de l'aménagement. Et les directeurs que nous avons rencontrés au cours de ces auditions nous ont dit toute l'appétence qu'ils avaient à pouvoir effectivement élargir un petit peu leurs compétences. Et nous savons
puisque nous les connaissons en général comme intervenant dans les villes, puisque la plupart ont des conseils d'administration ou dans lesquels il y a des élus, eh bien, ceux-ci ont une grande compétence et nous aideront, je pense, à travailler sur les centres-bourgs en difficulté et de manière générale sur les cœurs de ville ou sur les villes qui requièrent des aménagements urbains. Avec ce texte, il s'agit de faciliter l'activité de la construction et de la rénovation du parc bâti, de redonner la nécessaire confiance aux acteurs, d'accompagner les évolutions de la société. D'une part, de lutter contre la fracture territoriale, d'adapter les solutions de logement les plus démunis et de fluidifier les parcours résidentiels les plus fragiles. Ce qui m'a frappé dans cette loi, quand j'en ai pris connaissance, c'est finalement le spectre assez large, et quelquefois, d'ailleurs, on a eu des critiques sur le sujet, mais en fait, c'est une richesse de cette loi. En universitaire, je dirais que c'est la pluridisciplinarité. C'est un petit peu, si vous me permettez l'expression, le couteau suisse qui va nous permettre d'intervenir à la fois sur le numérique, puisqu'on sait par exemple qu'une des premières questions qui est posée lorsqu'on veut louer ou acheter un logement, c'est est-ce qu'il y a la fibre? Est-ce qu'on a la 4G? Est-ce qu'on peut effectivement se connecter facilement et pas simplement pour une entreprise, mais quelquefois, évidemment, enfin la plupart du temps d'ailleurs aujourd'hui, pour les occupants de ces immeubles. Donc, le volet numérique est important, le volet rénovation, on l'a dit aussi, et donc l'ensemble des éléments de cette loi, de cette pluridisciplinarité, si vous me permettez l'expression, m'a enthousiasmé à la lecture de cette loi, et je pense que plus on la creuse et plus on la développe, et plus on se rend compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui va nous aider à intervenir de manière déterminée, effectivement, sur l'urbanisme, qui est quelque chose qui me ravit. Nous voulons créer de nouvelles opportunités, lever les verrous de l'activité dans la construction et la rénovation du parc bâti, redonner confiance aux acteurs, lutter contre les fractures territoriales et accompagner une société par ailleurs en mouvement. Nous voulons donner aux professionnels les moyens d'être plus efficaces en simplifiant les procédures et les normes. Monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure, que ce soit en matière d'aménagement, d'intervention foncière, d'urbanisme, de construction ou en encadrant mieux les procédures contentieuses contre les permis de construire. Au centre de notre ambition, il y a la volonté d'instaurer un partenariat intense entre les collectivités et l'État. Les PPA et les GOU en sont un exemple qui permettra de mieux gérer, je dirais main dans la main, de manière collective, la future libération du foncier que vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Et j'ai pu vous dire plusieurs fois, puisque nous l'avons constaté au cours des auditions, nous sommes très attendus sur cette question de la libération du foncier parce que des promesses ont été faites depuis plus de 10 ans ou 15 ans. L'État, à chaque fois, disant on va libérer le foncier. Et c'était un petit peu ce RAN, on ne voit rien venir. Et je pense qu'on sera très attendu sur cette question, qui est une question essentielle, parce que derrière, vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, il y a effectivement la baisse du prix du foncier et la possibilité de construire mieux et surtout moins cher de ce point de vue-là. Cette question du partenariat avec les collectivités est au cœur de ce projet de loi. Nous les avons pleinement associés lors de l'élaboration de la loi et nous avons eu un certain nombre de retours qui sont effectivement plutôt positifs. Et nous avons aussi voulu avoir comme partenaires privilégiés les professionnels. Ne les oublions pas, je crois qu'ils sont essentiels. Ils ont participé activement. Ils nous ont donné beaucoup d'idées sur la construction, sur la promotion immobilière et commerciale. On sait que la promotion commerciale a souvent des effets de levier lorsqu'on veut reconquérir des centres-villes et on a un certain nombre d'aspects de notre loi qui permet effectivement d'inviter à ce dynamisme. Et puis on a aussi rencontré un certain nombre d'acteurs, président des fédérations des SEM, notre ami qui siège à nos côtés mais qui n'est pas là aujourd'hui, pour effectivement dire que les sociétés d'économie mixte avaient un rôle à jouer dans l'aménagement, ça on le savait déjà, dans la construction aussi, et qu'elles avaient toute leur place dans ces futures associations que nous souhaitons créer pour justement permettre aux sociétés HLM et aux sociétés des bailleurs sociaux en général d'être bien ancrées sur le territoire
territoire, Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que l'ancrage sur le territoire est quelque chose d'essentiel. Je crois qu'il faut le conforter. Je crois qu'il faut qu'on ait ce souci, non seulement dans la loi, mais ensuite dans l'accompagnement de cette loi, de faire en sorte que les bailleurs sociaux ou l'ensemble des acteurs du monde du logement social soient extrêmement bien ancrés sur le territoire. Et je l'évoque au sujet des SEM, mais c'est un sujet très général qui me semble effectivement tout à fait intéressant. Vous avez évoqué la loi MOP. En tant qu'adjoint à l'urbanisme, j'avais aussi entendu ce désir des bailleurs sociaux, non pas d'ailleurs de se passer de la loi MOP, mais de pouvoir quelquefois y déroger. Et quand j'entends les architectes nous dire qu'on va baisser la qualité, ça me fait doucement rire, parce que la conception-réalisation, qui est finalement ce qu'ils font la plupart du temps dans le privé, est-ce que ça baisse vraiment la qualité de la construction architecturale ? Personne ne peut dire ces choses-là. Donc je pense que tout en discutant avec eux, et d'ailleurs on l'a fait avec le président de l'association des architectes, on se rend compte qu'on va pouvoir effectivement reconstruire un petit peu une confiance et une possibilité de construire toujours mieux et moins cher avec les architectes qui sont évidemment des personnes de qualité, ça c'est sûr, et indispensables au développement effectivement de notre volonté générale de construction. Je tiens à rappeler, mais ça a été dit, mais je pense qu'il faut le redire encore, peut-être une troisième fois, peut-être d'autres collègues le feront, que nous ne toucherons pas à la loi SRU. Bon, ce n'est pas tout à fait mon domaine, c'est plutôt celui de Christelle, mais je crois qu'on a un consensus entre nous pour dire effectivement que cette loi a amené des aspects très positifs et que, à la marge, il y a un certain nombre de problèmes, mais qui sont généralement réglés par les préfets, voire par les ministres, et qu'il est important de garder ce cadre général pour construire du logement social. Améliorer le cadre de vie et la prévention des expulsions locatives, favoriser la mobilité, la mixité sociale, mais aussi générationnelle. Bon, je ne vais pas vous faire la liste qui a déjà été d'ailleurs très bien faite de l'ensemble du spectre que cette loi balaye. L'habitat indigne, nous en avions déjà discuté avec nos collègues Wulfranc et Peu lors de leur projet de loi. Là aussi, on aura sans doute des discussions, mais je dirais que globalement, toute la représentation nationale est complètement derrière cette idée qu'il faut taper très fort contre ces personnages qui sont vraiment des personnages abominables qui exploitent quasiment comme des marchands d'esclaves, on va dire, la population qu'ils logent. Les bases d'un futur bail numérique, le ministre l'a redit tout à l'heure, et les possibilités de dépôt de permis de construire de manière numérique, la simplification des délais administratifs, tout ça figure dans cette loi, tout ça a été largement amendé. Je ne voudrais pas être trop long, je vais aller à l'essentiel, je vais tous vous remercier, je vais remercier tous les collègues, les ministres et leurs cabinets avec lesquels nous avons travaillé de manière intense, y compris d'ailleurs souvent très tard dans la nuit pour aboutir à tout cela. Ce travail va continuer et je ne doute pas qu'il sera fait dans le meilleur esprit et je vous donne rendez-vous à peu près dans une semaine pour le vote solennel de cette loi. Merci. Merci, monsieur le député.